Dans son livre « Le faux dans l'art faussaire de génie », l'historien Jean-Jacques Breton décrit les techniques, les motivations, mais aussi les erreurs fatales de faussaires restés dans l'histoire soit par leur talent ou le plus souvent par l'énormité de leur escroquerie. On y apprend notamment cette chose vertigineuse. L'important dans le faux n'est pas la période de laquelle il est censé dater, mais la période à laquelle on le regarde. Élémentaire, mon cher Watson, comme dirait l'autre. Bonsoir Jacques Breton, merci d'être avec nous, Jean-Jacques Breton. Alors pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé, vous qui êtes historien de l'art, à ce thème précis des faussaires ? Parce que quand on s'intéresse à l'histoire de l'art, à un moment ou à un autre, on rencontre des gens qui ont travaillé sur le faux. Il y en a de fort célèbres, Van Meegeren, et surtout aussi, c'est que le faux permet de comprendre une période. Par exemple, un des plus grands faussaires, Schreyer, a fait de faux Dürer. Il serait né 100 ans plus tôt, ce serait un des grands sculpteurs de la Renaissance, mais on comprend parfaitement en voyant ensuite le travail fait quelques années plus tard, quelles sont les caractéristiques. Les faux, surtout, vieillissent mal. Et le faux permet de mieux comprendre l'art de l'époque. Alors, vous nous rappelez notamment cette phrase de Paul Valéry, « Sans les faussaires, le monde serait bien triste ». Alors, pour bien comprendre, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, Jean-Jacques Breton, il y a une différence entre un faux et une copie. Quelle est-elle ? Alors, le faux est destiné à tromper et est censé imiter parfaitement un tableau, disons. La copie peut être faite pour différentes raisons. En particulier, par exemple, en ce moment, on a fait une copie de la grotte Chauvet, pour prendre un exemple bien connu, tout simplement pour ne pas abîmer l'original. Mais la frontière est parfois très très douteuse. Par exemple, en 1525. Il y a le duc de Mantoue, Frédéric II, qui va voir le pape Clément VII et qui me dit « Je me suis arrêté à Florence, j'ai vu un tableau représentant Léon X par Raphaël. Écoutez, c'est votre neveu, vous pourriez peut-être vous arranger pour me le faire donner. » Qu'à cela ne tienne, le pape insiste, Ottaviano de Médicis dit « D'accord, mais le cadre est un peu abîmé, je vais m'arranger, je le fais réparer, puis je l'envoie à Frédéric II. » Et évidemment, Ottaviano de Médicis se débrouille pour faire une copie de Saint Raphaël par Andrea del Sarto tout de même. Il avait choisi un bon peintre et évidemment c'est une copie parfaite mais qui du coup devient un faux puisqu'elle est envoyée pour la faire passer pour un Raphaël. Alors qui sont, Jean-Jacques Breton, les faussaires ? Pourquoi font-ils des faux ? Quelle est leur motivation ? Tout simplement, la plupart du temps, c'est pour de l'argent, tout simplement. Et puis là aussi, les motivations ne sont jamais uniques. Il y a toujours une zone d'incertitude où on se donne bonne conscience. Par exemple, un faussaire très connu qui s'appelle Malscat expliquait qu'il en avait assez qu'on ne reconnaisse pas son talent. Donc le plaisir de berner existe aussi. Et puis quand on a réussi à tromper un expert, on se dit tout de même, je suis nettement plus fort que lui. Alors justement, vous dites quand on a réussi à tromper un expert, on est plus fort que lui. Comment se font prendre les faussaires en général ? Ça tient à quoi ? Une trop grande confiance en soi. Par exemple, on utilise un pinceau avec des poils synthétiques. Un de ces poils reste dans la peinture. L'expert scientifique passe derrière, reconnaît qu'il y a une erreur de date à ce propos. Ou bien on devient négligent. On prend une toile, par exemple, du 17e et on va refaire dessus un faux, mais on oublie de bien nettoyer ce qu'il y a en dessous. Et puis ensuite, on se fait prendre parce qu'on se dénonce. Malscat, par exemple, pour toujours lui, en 1951, est vraiment vexé lors de l'inauguration de la cathédrale de Lübeck où il avait fait des faux superbes. Lui se retrouve en train de boire sa bière avec les maçons, tandis que le maître d'œuvre, qui était parfaitement au courant, est félicité par Adenauer. Donc là, vexé, c'est Malscat qui se dénonce. Ouais. Alors, prenons aussi le plus célèbre que vous avez cité tout à l'heure, le plus célèbre des faussaires, qui est néerlandais, qui s'appelle Van Meegeren. Il est mort en 1947. On va regarder d'ailleurs un Vermeer original. Non, on va peut-être regarder un Vermeer original. La jeune fille à la perle. On va voir que le faux, voilà, on le voit. On voit qu'il est loin, qu'il y a une grande différence entre l'original et le faux ou la copie. Comment expliquer cette réputation, donc c'est bien dû, de Van Meegeren, qui est l'auteur de ce faux ? Bien parce que Vermeer a été redécouvert à la fin du 19e. Et je pense que dans les années
années 40, on ne se rendait pas encore trop compte de vraiment du talent de Vermeer. Et il y avait là aussi, l'œil n'était pas habitué. Maintenant, Van Meegeren, c'est assez savoureux parce qu'il est resté célèbre pour avoir vendu un faux Vermeer à Göring. Alors, évidemment, après la guerre, on l'a arrêté. Et lui, très froidement, répond, mais pas du tout. Je ne suis pas un faussaire, moi je suis un résistant. Ouais. Celui que je lui ai vendu est un faux. On ne le croit pas, on l'enferme chez lui, on lui donne de la peinture et des pinceaux. Et on lui dit, mon cher monsieur, en fait, donc n'hésitez pas. Et il y parvient. Mais évidemment, de nos jours, on a tout de même du mal à croire qu'il s'agisse d'un Vermeer. Là aussi, donc, les faux vieillissent mal. Les faux vieillissent mal, c'est le mot de la